La Cavernale, chapitre 7, première partie. Les compagnons occupent le chalet depuis 8 jours. Ils se sont reposés. Ils ont repris du poids et retrouvé un peu de leur vitalité. Leurs jambes les font moins souffrir. Ils ne sont pas encore débordants d'énergie, mais ils se sentent prêts à reprendre la route. Ce jour-là, il n'y a pas de vent. Les compagnons décident d'en profiter. Ils ne veulent pas voyager dans les suffocants nuages de poussière. Dans le secret de leurs pensées, certains désiraient rester au chalet car ils craignaient, en retrouvant leur vie ordinaire, de perdre l'objet de leur amour. En même temps, ils sont impatients de rejoindre leur famille. C'est le départ. Les compagnons ont remis, autant qu'il était possible, le chalet dans l'état où il l'avait trouvé. Ariane a laissé un mot au propriétaire pour lui expliquer la situation. Elle a repéré le village de Saint-André sur la carte de la région. C'est le village le plus proche. Une route locale y mène directement. Les compagnons n'ont qu'à trouver cette route et la suivre jusqu'au village. Ils reprennent un sens inverse la piste des traces de pneus. Elle les mène à un chemin de terre. Ce simple symbole de civilisation les encourage. Ils s'y engagent en chantant, telle une meute de scouts. Une pancarte au bord de la route leur indique bientôt qu'ils approchent du village. Les compagnons sont surpris. Ils croyaient que le village était beaucoup plus éloigné et qu'ils en avaient pour des heures, sinon des jours, de marche. Mais voilà qu'ils arrivent à destination. Des maisons sont massées au bord de la route comme des supporters attendant un peloton de coureurs. Dans ces maisons, il y a des gens pour les renseigner. Il y a des téléphones pour appeler leurs parents. Les compagnons se mettent à courir, clopin-clopant. L'une des premières habitations à l'entrée du village est une épicerie. S'il y a un endroit où les compagnons ont une chance de trouver des gens à 7 heures de la journée, c'est bien dans une épicerie. Les compagnons montent d'un seul bond les quelques marches de bois. À l'intérieur, il fait sombre. Les néons sont éteints. La seule clarté vient des fenêtres, et elles sont bouchées en partie par des boîtes de toute taille. Les compagnons ne voient ni épicier, ni client. « Il y a quelqu'un, hein? » crie Ariane. Elle ne reçoit pas de réponse. Elle va voir dans l'allée du fond. Il n'y a personne. « C'est bizarre, » dit Seth. « D'habitude, il y a tout plein de monde chez des dépanneurs. »« Bon, il y a sûrement un téléphone à quelque part, » dit Rogne. Il y en a un sur le comptoir, près de la caisse. Les compagnons se précipitent, mais, à ce moment, dans leur dos, un long grincement se fait entendre. Les compagnons se retournent dans un sursaut. Le bruit vient de l'arrière-boutique, plongée dans la pénombre. La battante d'une trappe frappe le plancher avec fracas. Par l'ouverture béante, les compagnons voient apparaître une tête, juste une tête, dont le visage est transformé en masque par un éclairage venant d'au-dessus. La tête les fige de ses yeux d'ombre. La bouche s'ouvre, trouant le masque, mais aucun son n'en sort. Un revenant surgissant soudain de son sépulcre n'aurait pas une autre allure. La tête s'élève. L'homme monte en se tenant à 2 mains au bord de la trappe. Il se redresse et reste à côté du carré lumineux, se balançant imperceptiblement. Depuis qu'il le voit en entier, les compagnons trouvent à l'homme un air tout à fait inoffensif. C'est un petit homme, chauve, assez gros. Il parle enfin, d'une voix pâteuse.